comme présentation, moi je me suis pris responsable de ce domaine. Ce qui est qu'à ce moment-là, j'étais président provincial de l'ANAPECO, qui est l'Association nationale des parents d'élèves et étudiants du Congo. Et la situation était aussi détériorée, mais pas comme aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on peut prendre l'histoire de l'enseignement en RDC? L'histoire de l'enseignement en RDC. Il faut comprendre que la fonction de l'enseignant, c'était une fonction qui était vraiment convoitée et enviée. Vers les années 1970 et un peu plus tard, l'enseignant était le même payé des fonctionnaires de l'État qui étaient dans ce pays. Parce qu'à ce moment-là, je me rappelle qu'il y avait des gens qui avaient fait l'école moyenne, qui quittaient les bureaux pour aller à l'enseignement. Parce qu'avec le même diplôme, l'enseignant, lui, il avait le même salaire que celui de l'école moyenne, mais chaque année, il devait recevoir des primes d'échelon, dont les bureaucrates. Et c'est ainsi que l'enseignant, en tout cas, il était le mieux considéré et envié. Mais arrivé vers les années 90, le gouvernement avait un peu lâché et les grèves ont commencé, les non-paiements, les retards de paiement. Et comme résultat, l'enseignement a commencé à baisser. Parce que quand l'enseignant n'est pas payé, quand il doit aller enseigner alors qu'il n'a pas mangé, il ne donne pas le meilleur de ce qu'il doit donner. En 1900, il y a eu la conférence nationale souveraine qui devait normalement traiter tous les problèmes du pays. Parmi ces problèmes, les problèmes de l'enseignement. Et tous les responsables, tous les faiseurs d'opinion se sont retrouvés à la conférence nationale. Pendant que nous étions là-bas, l'intérieur semblait ne pas fonctionner. Les années blanches ont caractérisé l'enseignement qui était à l'intérieur. Et quand nous sommes rentrés en 1992, nous avons trouvé que les enfants étaient à la maison. Partout il y avait grève, il y avait année blanche, il y avait cela. Et les enseignants, les responsables des enseignants, les comités provinciaux des enseignants et les comités provinciaux des parents se sont concertés. Ils ont un peu étudié la situation. On a vu que le gouvernement qui devait payer n'avait pas cette volonté de payer les enseignants. Et les parents n'avaient plus la possibilité de faire étudier les enfants. Les membres du gouvernement, leurs enfants étudient à l'extérieur, en Europe ou ailleurs. Mais les Congolais ordinaires, n'avaient pas les moyens d'aller étudier à l'intérieur, à l'extérieur. Alors on s'était demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen à ce que les parents puissent se prendre en charge pour faire étudier leurs enfants? Si ça continue, 10 ans après, les enfants de ceux qui sont au pouvoir seront toujours au pouvoir, ils auront évolué dans les études, alors que les autres deviendront de plus en plus analphabètes. On a réfléchi, on a trouvé que pour sauver la situation, il fallait que les parents se prennent en charge pour l'éducation de leurs enfants, en motivant les enseignants. Nous avions cru que c'était pour sauver l'année 1992-93 et que peut-être après une année ou 2 ans, la situation reviendrait à la normale. Nous avons demandé à ce que les parents puissent donner quelque chose aux parents, aux enseignants.
En ville, par exemple, il fallait qu'on donne directement de l'argent. À l'intérieur, il y avait des endroits où on donnait du savon, des bouteilles d'huile de palme. Avant d'y arriver, il y avait un protocole d'accord qui était signé entre l'ANAPECO et les SIECO. Les SIECO qui est le syndicat des enseignants et l'ANAPECO, l'association de parents. Le protocole prévoyait que la gestion de ce que les parents donneraient devrait être reçue par les gestionnaires. C'est les gestionnaires de l'école qui perçoivent. Mais la gestion est collégiale. Il ne gère pas lui-même, il gère avec les représentants des parents et les représentants des enseignants pour savoir qu'est-ce qu'on doit affecter aux enseignants, qu'est-ce qu'on doit affecter au fonctionnement, etc. Et la gestion, tout au début là, on a essayé de le faire, mais après, le gestionnaire s'est approprié le tout. Il est resté lui-même à percevoir et à partager, il voit lui-même qu'est-ce qu'il peut donner à l'enseignant, qu'est-ce qu'il garde. Ce qui fait qu'il y a eu des abus dans la gestion, même jusqu'à aujourd'hui. L'idée de signer les protocoles, c'était venu de l'association des parents et l'association des enseignants. Donc l'association des parents ANAPECO et les SIECO, syndicat des enseignants. Parce que c'était pour la province du Sud Kivu, ce n'est pas pour le pays. L'idée s'est répandue après, mais ça a commencé à Bukavu et pour le Sud Kivu seulement. Et on a vu votre signature sur le document. Où est-ce que vous avez signé ça? C'était où est-ce que s'est passée l'activité? L'activité, la signature, les protocoles étaient signés au bureau de SIECO. Parce qu'à cette époque-là, les SIECO avaient un bureau dans les bâtiments de l'enseignement primaire et secondaire. Le bâtiment qui abritait les PSP. Là-bas, il y avait un bureau qui était destiné au syndicat des enseignants. Et c'est dans ce bureau que nous avions signé. Et quel est le rôle qu'a joué les Proved à l'époque? Les Proved, moi je vous ai dit que c'était entre trois personnes. Il y a les parents, il y a l'enseignant et les gestionnaires. Les Proved, c'est les gestionnaires. C'était lui le représentant des gestionnaires. Mais il n'a pas signé sur le document. Il n'a pas signé. Pourquoi? Il n'a pas signé parce que tout en étant gestionnaire, il représentait l'État, le gouvernement. Or, c'était une affaire entre parents et enseignants. Comme représentant de l'État, il ne pouvait plus signer ces documents. Mais il avait quand même accepté qu'on ferait, donc lui Proved, qui englobe les chefs d'établissement, les coordinateurs et autres, que cela s'implique pour percevoir les choses, les interventions. Et la grande motivation des parents dans la signature, c'était quoi? Qu'est-ce qui a motivé à ce que les parents acceptent et signent ces... Les parents, la motivation des parents, c'était pour que nos enfants puissent étudier. Les enfants de ceux qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants en Europe ou ailleurs, pour qu'ils puissent eux aussi étudier et devenir des hommes cultivés. Parce qu'on s'est demandé comment vous êtes instruits, mais vous avez des enfants qui sont à la maison, qui ne sont plus, qui sont analphabètes. Donc on a demandé à ce que les parents acceptent ces sacrifices. On a eu beaucoup de peine pour faire comprendre aux parents. Mais ils ont finalement compris qu'on ne devait pas laisser souffrir les enfants à la maison à cause de la mauvaise volonté des gens qui nous gouvernaient. Vous-même, vous réunissez les parents où, en tant que représentant des parents à l'époque? Dans les assemblées, dans les assemblées scolaires, dans les écoles. Oui. Les stratégies que vous avez développées, est-ce que vous pouvez nous donner certaines des stratégies qui vous ont poussé à réussir? La stratégie, c'était la sensibilisation. C'était la sensibilisation parce que les représentants, donc les comités des parents s'y étaient impliqués et les comités des enseignants s'y étaient impliqués. On a sensibilisé les parents. Et tout ça pendant combien d'années? Moi, je vous dis que ça a commencé à
1992. On a sensibilisé en 92, 93 et après c'est... Alors la prime et les protocoles à soi, il y a un titre là qu'on appelle frais d'intervention ponctuels. Ces frais d'intervention ponctuels, vous pensiez que ça devrait durer combien d'années? Moi, je vous dis que l'idée qu'on avait à ce moment-là, c'est qu'on devait sauver l'année scolaire. Parce qu'on venait de passer une année blanche. La suivante devrait aussi être blanche. Mais pour sauver cette année, on a fait ces protocoles. Et on a écrit qu'après cette année, ou après l'année qui va suivre, l'État prendra ses responsabilités et reprendre à payer convenablement les enseignants et les parents n'auront plus à intervenir. Tout c'était pour peut-être 2 ou 3 ans, pas pour l'éternité comme ça se fait maintenant. C'est-à-dire que vous regrettez quelque part de voir que ça continue? Oui, on regrette beaucoup parce que l'État, au lieu de prendre ses responsabilités, c'est de charger sur les parents. Ce ne sont pas les parents qui doivent payer les salaires des enseignants. D'ailleurs, ce n'était pas la prime, ce n'était pas les salaires, c'était l'intervention ponctuelle. Ponctuelle, c'est-à-dire du moment. Parce qu'à ce moment-là, il fallait cette situation. Mais ce qui était ponctuel, il y a 20 à 30 ans, ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours ponctuel. C'est toujours ponctuel. C'est ponctuel parce que l'État ne veut pas prendre ses responsabilités. Voilà, le protocole en soi, apparemment, ce n'est pas un document juridique. C'est un document tout simplement de base, mais ce n'est pas juridique. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à ce que vous ne puissiez pas continuer à mettre la pression à l'État tout simplement de valider ces documents juridiquement? Valider ces documents? On devait demander à l'État de valider. L'État devait normalement reprendre sa charge pour que ces protocoles ne puissent plus avoir lieu. Ça ne doit pas continuer jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas fait ces protocoles pour toujours. C'était ponctuellement pour éviter les années blanches qu'il y avait à ce moment-là. Pourquoi ça doit faire 20 à 30 ans? C'est-à-dire que c'est un document réadapté? Ça ne devrait même pas être réadapté. C'est un document qu'on aurait pu déjà abandonner, tout simplement. Oui, et les enseignants, comment est-ce qu'ils ont apprécié votre message? À cette époque. Oui. Les parents, pardon, je parle des parents parce que vous étiez du côté des parents. Est-ce qu'il n'y avait pas de bras de fer? Est-ce qu'il n'y avait pas ceux qui contestaient? Est-ce que... Les contestations ne manquent pas. Mais la grande partie des parents comprenaient qu'on ne peut pas laisser les enfants à la maison. Donc à ce moment-là, c'était bien compris. Et ce n'était pas aussi très gênant comme aujourd'hui. Parce que bien qu'à cette époque-là, l'État ne paye pas les enseignants, mais il paye quand même dans les autres secteurs. La population n'était pas aussi appauvrie comme aujourd'hui. Oui, les églises étaient derrière vous pour que vous puissiez accepter de signer ces documents. Les églises n'étaient pas avec nous. Les églises ont aussi été sensibilisées. Nous avions aussi sensibilisé les églises. Parce qu'il fallait aussi qu'on implique les coordinateurs, que ce soit catholiques, protestants, etc. Ils ont été sensibilisés comme on a sensibilisé les autres partenaires. Ils ont compris. Bien qu'eux aussi, après, comme gestionnaires, ils soient appropriés l'opération. Ce sont eux qui organisent les primes aujourd'hui. Ce ne sont plus ni les parents ni les enseignants. Alors pour les élèves, vous aviez pensé que sauver une année et puis c'est devenu éternel. Comment comparez-vous maintenant le niveau des études avant que vous signiez les documents et après avoir signé les documents? En tout cas, tout est au rabais. C'est au rabais. Et c'est justifié parce que l'enseignant est content. L'enseignant affamé. Comment est-ce qu'il peut donner le maximum de ce qu'il doit donner? J'ai suivi le ministre qui a dit qu'il faut maintenant supprimer les examens d'État pour augmenter
la connaissance ou la valeur de l'enseignement. Moi, je pense que ce ministre s'est trompé. On ne doit pas commencer au sommet. Pour refaire les niveaux des enseignants, les niveaux de l'enseignement, il faut maintenant recommencer à l'école primaire. C'est en première année primaire qu'il faut commencer à réformer jusqu'au sommet. Parce que l'enfant quitte l'école primaire sans avoir obtenu le maximum de ce qu'il doit obtenir. Il va au secondaire, il y a toujours ce qui manque. Il va à l'université, la même chose. Et pour revaloriser, pour y parvenir, qu'on n'amène pas les livres ou les matériels pédagogiques, etc., mais qu'on soigne d'abord la situation sociale de l'enseignant. Avez-vous... C'est la volonté du gouvernement. Qu'est-ce qui manque pour le gouvernement pour qu'il puisse payer les salaires? Ils ont tout. D'ailleurs, à ce moment-là, ces problèmes de minerais qu'on est en train de vendre aujourd'hui, ce n'est pas aussi accentué comme aujourd'hui. Mais l'argent qu'on encaisse pour ces minerais, ça va où? Que le gouvernement s'efforce de payer les salaires des enseignants et le niveau va monter. Et pour les parents? Les parents? Oui. Les parents, ils font ce qu'ils... D'ailleurs, ils font plus que ce qu'ils devraient faire. Ils achètent les cahiers, les livres, les uniformes. Ils paient les enseignants maintenant. Ils font plus. Les parents n'ont plus à ajouter. À ce moment-là, les parents se reposeraient un peu. Alors pour vous, est-ce que vous estimez que si les parents baissaient les bras, ça sera encore le chaos ou bien ça sera une solution? Si les parents baissent les bras, ce sera le chaos. Parce que jusque-là, on n'a pas un gouvernement responsable. Le jour où on aura un gouvernement qui va s'occuper de ces problèmes-là, des salaires des enseignants, à ce moment-là, les parents doivent normalement se reposer. Mais tant que les parents ne donnent rien, toi avec tes propres enfants, tu vas vouloir les garder à la maison toute la journée, alors que les autres sont en train d'étudier. Donc c'est ceux qui ont des moyens. Il faut étudier leurs enfants, mais vous gardez les vôtres à la maison. Et vous, comme parents, vous trouvez à l'aise. Alors, est-ce que si les parents refusent aujourd'hui la prime, vous pensez que ça peut aller à quelle situation? S'ils refusent la prime, la situation des années blanches pour reprendre. En tout cas, moi je crois que si on ne donne pas la prime aujourd'hui, les enseignants ils vont se mettre en grève et les enfants vont devenir des maïbobos, de ne sais pas quoi. Oui, en tant que ancien comité de parents, parce que vous l'êtes plus, et il y a des comités de parents qui mettent des pressions, mais on sent que c'est comme s'ils sont corrompus, ils sont comment? C'est long, je parle de certaines bouches qui parlent ils rabaissent les bras comme s'ils sont corrompus. Vous, personnellement, est-ce qu'il y a un message que vous pouvez les adresser? S'ils sont corrompus. Corrompus pourquoi? Pour ne pas s'occuper de la gestion de la prime. Moi, je crois qu'ils ne sont pas corrompus. Ils sont soustraits dans la gestion. Actuellement, la prime est gérée par les gestionnaires. C'était prévu que cette prime soit gérée par les gestionnaires ensemble avec les représentants des parents et celui des enseignants. Ce n'est plus comme ça qu'on fait. Et certains comités, peut-être corrompus, paraffent la gestion alors qu'ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Ah, ok. Enfin, quelle sera la dernière question? Je pense que c'est tout. Moi, je crois que vous, comme journaliste, au lieu de vous tourner vers les parents, vers les enseignants, etc., il faudrait vous tourner vers le gouvernement. Parce que la solution ne viendra que du côté du gouvernement. Le gouvernement qui parle de la gratuité. Gratuité ou pas gratuité, mais moi je sais que si le gouvernement s'y mettait, la situation devrait changer. Et le niveau doit absolument monter.
Parce que ces problèmes-là de primes, si ça continue pendant 50 ans, vous aurez aussi des diplômés illettrés. Ils seront diplômés parce que, bon, l'enseignant, parce qu'il a perçu aussi la prime, il doit se débarrasser des parents, il fait monter l'enfant alors que l'enfant n'est pas au niveau de monter. Donc vous n'avez qu'à faire les investigations du côté de l'État pour que l'État puisse prendre les enseignants en charge comme par le passé. C'est un souhait et je pense que vous avez les moyens de faire arriver cela à l'État. Merci. Merci. Merci.